Bonjour à tous, moi c'est Corentin Fouet, je suis doctorant en fin de parcours au sein du MTI BIS. Donc, je suis en thèse CIFRE avec Eliance, entre Eliance et INRAE, et je travaille beaucoup sur les interactions entre la génétique et l'épigénétique à travers différentes approches. Et l'une d'entre elles, c'est d'étudier l'architecture génétique de la méthylation de l'ADN, donc un type de marque épigénétique. Ça, on le fait en collaboration avec le LPA que Hélène vient de présenter. Et ce travail, il se rattache à principalement deux gros projets de recherche qui sont Polyphem et Rumigem. Ok. Du coup, je vais passer très rapidement sur cette diapositive parce que Hélène, j'ai introduit, mais qu'est-ce que la méthylation de l'ADN? Du coup, la méthylation de l'ADN sur ce graphique, c'est représenté par les petits points rouges. Donc, c'est l'ajout de groupements Excuse-moi, méthyl. Corentin. Ouais, Il y a peut-être que chez moi, hein, mais ça n'a pas changé chez moi. Voilà, c'est bon. Désolée. ok. Bon, ben, il y a un bon 10 secondes de décalage. Ouais, tu auras un petit Euh, décalage. Merci. ok. Du coup, vous devez voir sur le graphique là, qu'est-ce que la méthylation de l'ADN? Donc, c'est l'ajout de groupements méthyl sur la séquence d'ADN et à certains endroits bien spécifiques qui sont ce qu'on appelle des CPG. Donc, dans la présentation, je vais utiliser marque de méthylation ou CPG et ça signifie la même chose. Et parce que ces ajouts de méthyl, ils ont lieu dans des contextes où c'est une base C qui est suivie d'une base G. Donc, ils ont plusieurs rôles qui concernent la stabilité du génome, la régulation de l'expression des gènes, comme Hélène l'a déjà présenté, et aussi des propriétés, donc qui sont modulables par des facteurs extérieurs. Donc, Hélène a présenté l'exemple de l'alimentation. Ça peut être aussi, par exemple, des vagues de chaleur, mais ils sont aussi sous influence génétique. Donc, il y a une influence génétique majeure qui fait que cette cellule va donner une cellule d'œil, par exemple, ou un autre type cellulaire. Donc il y a un déterminisme majeur, un déterminisme génétique assez important, et c'est ce qui va nous intéresser dans notre étude. Alors, et du coup, nous, ce à quoi on va chercher, c'est d'essayer d'étudier le déterminisme génétique de l'épigénétique. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'un des premiers points, c'est d'améliorer notre compréhension des mécanismes biologiques. Donc, si on prend la génétique et le phénotype, quand on fait une étude pangénomique, par exemple, on va trouver une association entre un phénotype, par exemple la production laitière, et des régions génomiques, certains gènes d'intérêt. Parfois, les variants qu'on trouve, ils sont directement dans le codant et on a toute l'information sur le mécanisme biologique qui fait que ça va impacter ce gène et que ça va impacter le phénotype. Et parfois, ça se situe dans d'autres régions, c'est ce qu'on appelle des variants régulateurs, dans des régions intergéniques, etc. Et du coup, le lien entre la région génétique et le phénotype est un peu plus en boîte noire. Et l'épigénome, du coup, qui se met entre la génétique et le phénotype, va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a ou les couches qu'il y a intermédiaires entre la génétique et l'environnement. Et à travers ce travail, plus spécifiquement, on va estimer la part de variance génétique. Donc ça, c'est l'héritabilité. Et essayer de rechercher des régions du génome qui seraient associées aux marques de méthylation. Alors, je vais tout afficher, ça prend du temps. Le dispositif sur lequel on s'appuie, c'est un dispositif qui comprend 405 taureaux Holstein. C'est des animaux pour lesquels on a à la fois des génotypes, donc ils ont tous été génotypés, et ensuite on a imputé à l'échelle de la séquence, qui comprend à peu près 12 millions de variants. Et aussi, on a des informations sur la méthylation. Donc là, comme l'a présenté Hélène, on a utilisé la technologie RRBS, qui est un séquençage incomplet des CPG du génome. Donc des marques de méthylation, ça représente environ 10% de l'ensemble des marques de méthylation pour lesquels on a une information sur leur pourcentage de méthylation.
Et nous, on va spécifiquement s'intéresser à 167 000 marques. Et pourquoi spécifiquement ces marques-là? C'est des marques qui présentent une variabilité interindividuelle, c'est-à-dire que c'est des marques qui vont être différentiellement méthylées entre les différents taureaux, parce qu'il y a un nombre très important de marques qui est soit complètement méthylé, soit complètement déméthylé, et ça chez l'ensemble des taureaux. Donc nous, si on cherche à expliquer la part de variance, il faut qu'il y ait déjà une variance entre les individus. Et du coup, en combinant à la fois les génotypes et notre phénotype qui est la méthylation, on réalise des analyses génétiques, ce qui va nous permettre d'une part d'estimer l'héritabilité et également de trouver les régions génomiques qui sont associées à la méthylation, donc ce qu'on appelle les QTL de méthylation. La méthylation spermatique ou la méthylation de manière générale de l'ADN, elle a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle est située sur le génome et quand on la mesure à une position spécifique sur le génome, ce qui nous permet d'avoir une information sur, enfin, quand on identifie une région, sur la distance entre la marque de méthylation et la région génomique. Et ça, on va ensuite le caractériser différemment en fonction de la distance. Lorsque la distance est proche, donc c'est-à-dire que la marque CPG qui est mesurée est située à proximité du QTL significatif sur le même chromosome, on va parler de 6 MEQTL. Donc MEQTL, c'est pour méthylation QTL. Et quand cette association entre le SNP et le CPG, elle est soit distante sur le même chromosome, soit ça concerne deux chromosomes différents, on va parler de trans MEQTL. Donc ça va être sur des associations à distance. Et pour rentrer un peu plus dans les résultats, donc d'abord je vais vous présenter l'héritabilité et ensuite je parlerai des régions génomiques qui sont associées à la méthylation. Donc sur ce graphique que j'espère vous voyez qui est apparu à votre écran, on représente la distribution de l'ensemble des 167 000 marques de méthylation qu'on a étudiées à l'héritabilité de toutes ces marques-là. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que l'héritabilité, elle est variable en fonction de chaque marque. Donc, ça va de 0, donc pas d'héritabilité, à une héritabilité complète. Il y a environ 10% des marques de méthylation pour lesquelles on n'a pas trouvé une héritabilité significative. Et là, si on prend la moyenne de l'ensemble des marques qu'on a analysées, on est à 0,26, donc 26% d'héritabilité en moyenne. Ce qu'on a aussi regardé, c'est est-ce que en fonction des régions du génome, il y avait une différence dans l'héritabilité de marques de méthylation? Et ce qu'on a observé, c'est que des marques de méthylation qui étaient situées dans des régions intergéniques, donc entre les gènes et non pas dans des régions codantes, elles avaient tendance à avoir des marques de méthylation qui étaient plus héritables que celles situées à l'intérieur des gènes. Pour passer de l'héritabilité aux régions génomiques qui sont associées à la méthylation, donc d'abord je présente ici les QTL de méthylation à courte distance, donc les 6 MEQTL. Donc c'est lorsque la distance entre le SNP et le CPG est proche sur le génome, qu'on a considéré une distance d'1 mégabase à peu près. Et ce qu'on peut voir sur le graphe, alors sur le premier diagramme, c'est pour l'ensemble des marques de méthylation qu'on a analysées, nos 167 000 marques, combien de fois est-ce qu'on a trouvé un QTL à proximité, donc un 6 QTL, combien de fois est-ce qu'on a trouvé un QTL à distance, et combien de fois est-ce qu'on n'a pas trouvé de QTL. Donc il y a environ 2 tiers des marques qu'on a étudiées pour lesquelles on n'a pas trouvé de QTL qui passait les seuils de significativité. Il y en a 1 tiers pour lesquels on avait un QTL qui était situé à proximité du CPG. On avait environ 3% des CPG pour lesquels on avait pour lesquels on avait un QTL qui était situé sur un autre chromosome ou sur le même chromosome, mais très distant de la marque. Et il y avait environ 1% des QTL, des CPG pardon, analysés qui démontraient à la fois un QTL à proximité et un QTL à distance.
Et si on se concentre uniquement sur les QTL qui sont à proximité des CPG, ce graphique il montre donc pour ces 32% de CPG la distance entre le SNP et le CPG. Et donc, on a autorisé 1 mégabase, donc c'est ce que vous voyez sur le graphique, 1 mégabase de part et d'autre. Et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, la distance entre les CPG et le SNP, quand il y a un QTL à proximité, elle est souvent très proche et c'est de l'ordre de quelques paires de bases, centaines de paires de bases ou milliers de paires de bases, mais rarement plus. Une autre chose qu'on a regardé, c'est les QTL qui sont situés à longue distance, donc cette fois-ci sur un chromosome différent ou sur le même chromosome mais très éloigné. Et ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est le nombre de CPG associés à chaque SZP. Donc ce graphique, ce n'est pas un Manhattan plot comme on peut voir dans les études GWAS classiques. Ici, ce qu'on met en avant, c'est le nombre de fois que chaque SNP est associé à associé significativement à un CPG. Si on prend l'exemple, par exemple, ici, sur le chromosome 2, on a un pic à 553. Donc ça correspond à un SNP, donc un variant, qui est significativement associé au niveau de méthylation de 553 CPG, donc marques de méthylation, qui sont réparties sur l'ensemble du génome. Et donc, du coup, sur ce graphique, les pics, ça nous montre des régions génétiques qui sont associées à la méthylation de nombreux CPG à distance. Et quand on va voir les principaux pics ou les régions de ces pics, ce qu'on obtient, c'est des gènes candidats qui sont globalement des bons candidats puisque proches du pic ou dans les pics, on a des gènes qui sont associés à des modifications d'histone ou de la méthylation de novo. Alors les modifications d'histone, c'est par exemple, enfin, ce que Hélène mentionnait, c'est un autre type de marque, mais qui influence la structure 3D de l'ADN. Ce qui peut nous faire penser que si elle est modifiée un peu, alors il y a une partie de l'ADN qui devient plus accessible, par exemple, pour de la méthylation et également d'autres régions candidates qui sont associées à la méthylation de novo, donc qui interviennent, qui sont des complexes coenzymatiques, par exemple d'une enzyme qui fait la méthylation de novo, qui est DNMT3. Ce qu'on peut dire en conclusion de ce travail, c'est que la méthylation, elle est en partie déterminée par la génétique. Donc sur l'ensemble des marques variables que l'on a sélectionnées, on a une héritabilité moyenne qui était de 26%. L'effet génétique, quand on regarde les QTL, il est principalement situé à courte distance. On avait un tiers de l'ensemble des marques qu'on a analysées pour lesquelles on a obtenu un QTL à distance courte. On en avait beaucoup moins à longue distance. Mais néanmoins, pour ces interactions ou ces associations longue distance, on a observé aussi que quelques régions spécifiques influençaient de nombreux CPG qui étaient répartis sur l'ensemble du génome. Et globalement, alors je ne l'ai pas mentionné beaucoup, enfin je l'ai pas mentionné dans la présentation, mais ce type de travail il a été fait chez l'humain dans un autre tissu. Donc nous on s'est concentré sur le tissu spermatique, mais souvent les études s'intéressent au tissu sanguin. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des résultats qui sont assez comparables en termes de proportion de QTL trouvées et aussi d'enrichissement dans certaines régions génomiques sur les CPG héritables. Voilà, j'en arrive au terme de ma présentation. Je vais juste quitter l'écran si jamais il y a des questions.